du 129. Allons-y. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Directeur, merci pour votre présentation et on appréhende la complexité du sujet auquel vous êtes confronté en vous écoutant. Vous avez parlé, Monsieur le Directeur, des résultats des attaques en 2021, 2020-2021. Nous sommes en 2022, donc vous imaginez bien, je vais vous demander justement où nous en sommes cette année. Et puis évidemment, puisque nous étudions le budget 2023, c'est quelles sont vos prévisions pour 2023 en termes de justement d'attaques pour voir si finalement les effectifs, vos moyens sont concordants avec ce que vous appréhendez en termes de nombre d'attaques sur nos administrations et nos services publics. La deuxième partie de la question, c'est concernant les attaques donc, par rançongiciel, blocage des systèmes d'information des collectivités. Vous avez cité la ville de Caen, l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Ces attaques se multiplient, vous l'avez dit. On a eu d'autres expériences, je pense, à Rouen l'année dernière, il me semble, en termes d'hôpitaux. Quelle est l'analyse de l'ANSSI sur ce phénomène? Quelle a été plus précisément l'action de l'ANSSI dans les deux cas cités, Caen, pour la mairie, et puis Corbeil-Essonnes? Où se situent les responsabilités? Parce que, encore une fois, on constate des attaques. Il y en a qui sont moins attaqués que d'autres, semble-t-il. Est-ce que le fait qu'un hôpital est attaqué, c'est parce qu'il y a un défaut de préparation ou de prévention du directeur, de l'ARS, du ministre? J'aimerais que vous nous disiez où est le niveau de responsabilité, parce qu'il n'y a pas de raison que certains ne soient pas attaqués, d'autres le soient. Peut-être certains se sont préparés mieux que d'autres. Et vous l'avez cité, vous l'avez dit, ça a des conséquences, potentiellement, peut-être même sur la vie d'individus. Un hôpital qui n'est pas suffisamment protégé, eh bien, au niveau informatique, ça peut aussi concourir à des situations tragiques par la suite. Il semble donc maintenant que la question de la rançon puisse être amenée à être payée, et puisque d'ailleurs dans un certain texte de loi ou certains ministères on a entendu qu'éventuellement le paiement de la rançon pour être effectué, il faudrait qu'elle soit déclarée dans les 48 heures et fasse l'objet d'une plainte. Et donc, bien évidemment, la question se pose, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être contre-productif, cette approche, voire dangereux, et inciter encore plus d'attaques par rançongiciel, puisque finalement, si on se met à payer des rançons, eh ben, ça donne envie à d'autres attaquants de multiplier, et finalement, la France deviendrait un marché très intéressant pour ceux qui cherchent à prendre des rançons. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Vous avez parlé aussi des questions d'espionnage, plus largement. Donc, quelles sont les nouvelles menaces? Bon, vous avez parlé, effectivement, vous avez cité l'Ukraine, vous avez cité la Chine d'une façon très diplomatique. Et donc, on sent bien que la pression vient de plus en plus forte. Et donc, j'aimerais savoir s'il faut s'inquiéter aussi pour l'année prochaine. Je pense qu'on reviendra sur d'autres. Pour ce qui est infrastructure cyber, vous avez bien sûr cité par exemple le gazoduc. On sait que les câbles sous-marins peuvent être un point aussi éventuellement de danger pour nos systèmes informatiques. Donc je voudrais savoir où vous en êtes. Et j'aimerais qu'on parle aussi de dissuasion, puisque c'est quelque chose qui semble finalement, on parle beaucoup de protection, de défense, on ne parle pas de dissuasion. Et donc l'ANSSI est en charge de la détection, protection contre les attaques cyber, mais que pouvez-vous nous dire sur les pirates que nous sommes en mesure de bloquer, voire d'arrêter? Combien d'attaquants ont été arrêtés ces dernières années? Puisque, bon, on vient chercher des rançons, est-ce que vous les arrêtez? Il semble qu'il y a une stratégie américaine très offensive. Le FBI recherche les auteurs des faits, bloque les serveurs, envoie des mandats d'arrêt à l'international. Et nous avons un jeune compatriote dont on a appris l'arrestation récemment au Maroc sur un sujet donc d'attaque cyber aux États-Unis. Pouvons-nous aussi procéder de la sorte, envoyer un message de fermeté aux États et organisations hostiles? Enfin, la dernière partie sera sur Viginum, la nouvelle agence que j'ai eu donc l'occasion de visiter. Nous avons observé effectivement les narratifs
qui viennent, on le voit bien au niveau de l'ONU, ça a été décrit par le président de la République dans son discours aux ambassadeurs, dont le narratif de la Chine qui est repris par la Russie. J'ai observé par exemple que sur un site d'histoire, il y avait quelqu'un qui reprenait très exactement le narratif de la Chine sur Taïwan, donc c'est une observation. J'en ai d'autres, on voit ces analyses, il suffit de suivre un discours du président de la République pour voir tous les robots en œuvre sur les pages Facebook, sur les comptes Twitter, avec les robots qui sont très identifiés venant de Russie, qui réagissent les uns avec les autres pour décrédibiliser le discours du président de la République au moment où il est fait. Donc, quelle est votre approche? On le voit ce week-end au Burkina Faso. Sur les sites, on voyait les exactions contre l'ambassade de France étaient animées pour que les gens aillent mettre le feu, et on voyait très exactement que ça venait de la Russie, et ils se cachaient d'autant moins que les gens venaient avec des drapeaux russes, dans le cas des manifestations. Comment envisagez-vous de contre-attaquer éventuellement par rapport à ces menaces qui sont maintenant clairement identifiées? Est-ce qu'on va continuer à laisser faire? Merci. Sur les attaques concernant les hôpitaux et les mairies, il y a le principe de libre administration des collectivités locales et des établissements publics. Et donc, il appartient aussi au conseil d'administration des hôpitaux à voter les crédits qui sont nécessaires pour assurer la sécurité informatique de l'hôpital. Et donc, il relève de la responsabilité du directeur général et de son conseil d'administration derrière de bien prendre en compte les menaces qui peuvent exister et la manière dont on peut y répondre. Même chose pour ce qui concerne les mairies, bien évidemment. À noter d'ailleurs que sur cet angle, l'attaque dont a souffert la mairie de Caen a été bien traitée, puisqu'ils avaient un solide service informatique qui a été capable de prendre les mesures de précaution immédiates, donc de couper à temps, ce qui a certes interrompu le service aux usagers, mais qui a permis d'éviter que l'ensemble de leur système informatique ne soit affecté et ne soit mis hors de service. Donc ça veut dire effectivement qu'on a des hôpitaux, et il y a une attaque contre l'hôpital de Cahors qui a pu être déjouée assez facilement récemment également, parce que les investissements y avaient été mis. Donc nous essayons de pousser. Nous donnons des crédits. De mémoire, il y avait 25 millions qui étaient prévus pour soutenir les hôpitaux l'année dernière. Le gouvernement vient de décider de rajouter 20 millions cette année pour soutenir les hôpitaux. Il y en a autant également prévu pour soutenir les collectivités locales dans ce domaine. Ensuite, il appartient à chacune de ces structures que la loi protège dans leur autonomie à prendre les solutions nécessaires. Pour ce qui concerne les aspects sur les menaces sur les câbles sous-marins, nous sommes évidemment extrêmement sensibles à cet aspect-là. C'est plus compliqué d'interrompre Internet que d'interrompre un gazoduc. Pas seulement parce que le câble est tout petit, mais aussi parce qu'il y a un système de redondance et de multiplication des câbles qui fait que si jamais il y a une interruption quelque part, le circuit va passer, le cas échéant un peu dégradé, mais va passer par d'autres câbles et va pouvoir être rétabli dans des conditions assez rapides. Il n'en demeure pas moins que nous sommes extrêmement sensibles à ce sujet et que parmi les points sur lesquels nous réfléchissons, y compris pour la préparation de la loi de programmation militaire, le sujet des grands fonds marins et donc de la protection de ce qui y est posé est pris en compte pour assurer une capacité à pouvoir réagir rapidement en cas d'attaque et évidemment à essayer de prévenir ces dispositifs d'attaque. C'est un sujet, encore une fois, sur lequel nous sommes extrêmement sensibles, y compris en termes de réaction par rapport à une coupure, parce que comme nos sociétés sont de plus en plus numérisées, une interruption d'Internet qui durerait un peu de temps aurait des conséquences extrêmement dramatiques sur ce sujet. Sur les aspects de dissuasion, c'est quand nous pouvons attaquer, quand nous pouvons poursuivre sur le plan juridique, évidemment nous essayons de le faire. Mais il est
extrêmement difficile, et vous avez vu toutes les précautions que Guillaume et moi avons prises pour attribuer à un État des manœuvres en matière de cyberattaque, et c'est la même chose en matière d'ingérence numérique étrangère. Ça pose d'ailleurs aussi un problème pour les assurances, puisque vous avez vu que Lloyds a décidé de ne plus rembourser les sinistres commis par des États à partir de 2023. Toute la question va être de savoir, enfin de ne plus réassurer, puisque Lloyds n'assure pas directement, toute la question va être de savoir comment on peut faire une attribution. Or, faire une attribution sur ce sujet à un État, c'est extrêmement rare et extrêmement compliqué. C'est à la fois un acte technique, c'est à la fois un acte juridique, c'est aussi un acte politique. Et donc ça nécessite aussi une position que nous discutons très régulièrement avec nos partenaires américains et européens pour pouvoir indiquer que la responsabilité incombe à tel État ou à tel autre. La plus célèbre, si je puis dire, attribution que nous pouvons rappeler, c'est celle en 2024 de l'aveuglement du satellite Viasat le matin de l'offensive russe en Ukraine, qui avait pour objectif d'aveugler les télécommunications par ce satellite sur le champ de bataille, et qui a eu pour effet secondaire, si je puis dire, de neutraliser tous les modems de ce satellite sur une bonne partie de l'Europe, avec 15 à 30 000 chez nous victimes potentielles, et en Allemagne le même nombre, et la gestion des éoliennes, ce qui a posé aussi un petit problème. Là, on l'a attribué. Sur les autres points, c'est évidemment beaucoup plus difficile, et ça vaut, là encore, autant dans le domaine des ingérences numériques que des attaques. Après, effectivement, on peut réagir vis-à-vis de l'État. Et il faudra que vous posiez la question à d'autres que moi pour savoir comment on peut dissuader et comment, le cas échéant, on peut faire en sorte que des pannes se produisent dans tel ou tel État. J'ai constaté au début, comme vous, qu'au début de l'offensive russe, les chemins de fer biélorusses ont subi un certain nombre de désagréments qui étaient sans doute dus à la vétusté de leurs appareils, mais néanmoins, c'est arrivé au mauvais moment pour eux, donc au bon moment pour les Ukrainiens. Et il y a évidemment des activités qui peuvent être menées dans ce genre de choses. C'est en même temps une guerre dissymétrique. Nous, si on a une coupure d'un service public, les médias en parlent, on pose des questions, on demande à rendre des comptes. Dans un certain nombre de pays, s'il y a une coupure de service public, personne ne va oser réclamer, protester. À vrai dire, pour un certain nombre de gens, ils considéreront que c'est finalement assez habituel. Et en tout état de cause, les autorités feront en sorte que ça ne soit jamais un scandale. Donc nous sommes effectivement dans ce type, sur les menaces hybrides, dans une forme de guerre dissymétrique qui nous donne des difficultés. Après, il peut effectivement... on peut essayer d'identifier, de rechercher les hackers et de mener des enquêtes efficaces. Ça a été le cas l'année dernière avec une série de hackers que les polices et gendarmeries françaises et européennes ont réussi à neutraliser, avec des gens qui étaient originaires de Russie, qui avaient des relais en France, et donc les auteurs ont été interpellés et déférés devant la justice. Donc malgré tout, on y arrive. Et on a réussi à avoir aussi un certain nombre d'éléments sur ce sujet. Il y a aussi un certain nombre d'autres poursuites qui ont pu être engagées, là aussi vis-à-vis de hackers russes, à partir du moment où, au début de la guerre, un groupe criminel s'est partagé entre pro-ukrainiens et pro-russes, et les pro-ukrainiens ont fourni aux services de sécurité européens des éléments qui ont été précieux pour mettre hors d'état de nuire une partie de leurs camarades, enfin ex-camarades. Donc on arrive quand même à pouvoir avancer sur le reste. Je passe la parole à Guillaume pour compléter. Je vais essayer d'aller vite en complément. Je donne les chiffres de 2020-2021 parce que c'est ceux qui sont arrêtés. En fait, on peut interpeller les courbes et on voit que ça continue quelque part, avec un espoir, comme je le disais, plutôt une stabilisation à un palier haut des rançongiciels, une pression toujours plus forte de l'espionnage, et une vraie crainte autour d'attaques qui feraient des dégâts physiques. Voilà. C'est ça le schéma dans lequel on est. Ça va continuer en 2023, 2024, très probablement. Il n'y aura pas de...
J'espère qu'il n'y aura pas plus de surprises. S'il y a des surprises, elles ne seront pas dans le bon sens, malheureusement. Sur les hôpitaux et leurs responsabilités, la question de la responsabilité se pose, et elle se posera de plus en plus. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Les responsables des hôpitaux sont des victimes. Moi, je ne les traite pas comme des coupables, je les traite bien comme des victimes que l'on aide, parfois fortement. Voilà, c'est bienveillant, mais en même temps, c'est insistant, quelque part. Et on a deux manières de les aider. En plus, évidemment, d'être présent le jour où il y a un drame. Mais ça, c'est trop tard, d'une certaine manière. Là, on fait de la médecine d'urgence, à ce moment-là. Les deux choses qu'on fait pour les aider, d'abord, on a, avec le ministère de la Santé, on a désigné plus d'une centaine d'hôpitaux. En gros, les têtes de pont des groupements hospitaliers territoriaux, en gros, ceux qui ont les capacités informatiques en charge. On a désigné plus d'une centaine d'hôpitaux opérateurs de services essentiels, qui est, en termes technocratiques, le statut qui découle d'une directive européenne de protection des infrastructures critiques. C'est pas anodin, parce qu'en termes de responsabilité, ça indique bien qu'aujourd'hui, ils sont responsables. Ils sont obligés de se protéger, ils doivent mettre en œuvre des règles de sécurité que l'on impose, ils doivent le financer. C'est pas l'État, c'est pas l'ANSSI qui va payer, c'est bien eux, sur leur budget, à financer. Et donc, quelque part, s'ils ne le font pas, c'est là qu'il y aura une forme de responsabilité, puisqu'il y aura une forme de négligence. Donc j'en parle pas, aujourd'hui je ne parle pas de négligence, loin de là, parce que tout le monde a été un peu surpris. La première attaque, c'était loin pour nous, mais c'est 2019, c'est l'hôpital de Rouen que vous mentionniez. Depuis, on a révisé notre géographie avec malheureusement plein d'hôpitaux qui ont été attaqués, pour certains au pire moment en termes de crise sanitaire. Mais bien évidemment, si dans 10 ans la situation est toujours pareille, là il y aura de la négligence et de la responsabilité très forte. L'autre chose que l'on a fait en parallèle, c'était rappeler le plan de relance est arrivé au bon moment, quelque part, de manière fortuite, mais au bon moment, pour aider ces hôpitaux, non pas à financer leur sécurité, ça on n'en aurait pas les moyens, mais à leur permettre de faire un bilan, une sorte de diagnostic. Donc on leur a financé un audit, on leur a financé des prestataires qui sont venus leur faire un plan d'action et qui en gros leur disent voilà vers où il faut aller. Et on s'est rendu compte que finalement ce déblocage à hauteur d'une centaine de milliers d'euros par personne aidée. 100 000 euros, on pourrait se dire que c'est peu à l'échelle du budget d'un hôpital. En fait, on voit que ça débloque les choses. Donc on est très content de ce dispositif. Et maintenant, charge à eux, évidemment, de maintenir ça dans la durée et de faire le travail qui est un travail de rattrapage, en grande partie, parce que beaucoup de systèmes d'information n'ont pas été conçus pour résister à ces criminels, qui n'était pas une hypothèse envisagée au moment de leur conception. Sur la question du paiement des rançons, je disais tout à l'heure, quand on en est à se poser la question est-ce qu'on paye ou pas les rançons, c'est trop tard, fondamentalement. On a le choix entre des mauvaises solutions. Par contre, il ne faut pas se tromper dans le message qui doit être envoyé, notamment par les autorités publiques. Il faut fortement dissuader, je ne parle pas forcément d'interdire, ça c'est une autre question qui me dépasse, mais fortement dissuader le paiement des rançons, parce que quand on paye des rançons, on alimente le crime organisé, et quand on leur donne de l'argent à ces gens-là, il n'y a pas de mystère, ils l'utilisent pour réattaquer encore plus de victimes. Ce cercle vicieux, il est évident. Donc tout message, quand bien même il serait de bon sens, qui pourrait faire croire à certains que le paiement des rançons, c'est quelque chose d'anodin, et voire même qui est encouragé, c'est un message qui est terrible, absolument terrible. Après, bien évidemment, quand on se retrouve à payer des rançons, quand il n'y a pas d'autre choix, ce que je peux comprendre dans certaines situations particulières, bien évidemment, il faut qu'il y ait un dépôt de plainte. Ça paraît une évidence. Et donc le rappeler, pourquoi pas. De même, qu'il y ait besoin de rassurer les assureurs, comme l'a fait le Trésor, que vous voyez juste après, pour dire aux assureurs que dans certains cas, aux limites, payer des rançons, c'est pas illégal, donc ils peuvent intégrer ça dans une stratégie d'accompagnement de leurs clients. Pourquoi pas? Mais tout réduire à « ok, c'est bon, payer des rançons, vous pouvez y aller », ça évidemment, c'est un message qui n'est pas le message porté par l'État et qui serait totalement contre-productif. Sur les questions de dissuasion, évidemment, moi je parle de défense, c'est mon rôle, la dissuasion, elle est importante. Il faut en effet durcir le ton. La voie judiciaire commence à donner des fruits. L'entraide judiciaire internationale, elle commence à attraper des vrais méchants. Donc il y a eu des très beaux succès qui encouragent dans cette voie-là. On sait également qu'il y a certains attaquants qu'on n'ira jamais chercher. Voilà, des experts de services de renseignement dans certains grands pays adverses, s'ils n'ont pas la mauvaise idée de venir passer leurs vacances en Europe, ces gens-là, on ne les attrapera pas, quand bien même on serait capable de les identifier. Donc tout ne peut pas être traité par la voie judiciaire, même si elle est très importante. Et donc il y a vraiment deux pistes. D'abord, rappeler que la meilleure défense, c'est la défense.
j'en suis navré, mais la prévention, même si c'est moins fun, c'est absolument essentiel. Et à côté de ça, il faut qu'on ait des capacités offensives, que je mentionnais sans trop le dire tout à l'heure au travers du C4, des capacités offensives qui soient mobilisables pour mettre une pression sur nos adversaires. Et donc, en effet, avec nos partenaires américains, on y réfléchit pour justement bien envoyer un message pour montrer que, pour élever le coût des attaques. Vous voulez nous attaquer, très bien, mais ça va vous coûter de plus en plus cher, globalement. Plan de relance, donc on en a déjà parlé. On a fait également les centres opérationnels. On a lancé des centres opérationnels en lien avec les conseils régionaux et les préfectures de région dans 12 régions sur 13. Je vous laisserai chercher, qui manque. Mais je ne désespère pas que tout ça devienne, évidemment, parce que je pense que c'est une bonne idée qui permet notamment d'adresser tout le tissu économique de petite taille ou de taille intermédiaire, des gens que l'ANSSI ne pourra jamais traiter objectivement. Et donc le fait d'avoir un centre opérationnel capable de répondre aux problèmes, idéalement en amont, mais également en cas de vrais problèmes, en cas d'attaque, ça me paraît absolument essentiel. Sur ce plan de relance, donc c'était 136 millions qui ont été réabondés de 40 millions supplémentaires. Donc ça, c'est extrêmement positif. On a également fait tous les parcours de sécurité. J'ai cité les hôpitaux, également les collectivités locales et quelques opérateurs publics. Donc ça représente quand même beaucoup d'argent qui permet d'avoir une véritable élévation de niveau de sécurité. Et puis, je dois bien vous avouer une chose, c'est que j'ai également utilisé une partie de ce plan de relance pour de l'équipement de l'ANSSI, à des fins notamment de détection, dans l'intérêt général, au profit de tout le monde, y compris du Sénat et de l'Assemblée, d'ailleurs, c'est en passant. Cet argent, il n'est pas au programme 129, techniquement. Donc on l'a utilisé en 2021 et 2022, et je ne vous cache pas qu'au PLF, il me manque en 2023, puisqu'il n'existe plus, cet argent, par définition. Donc là où il peut y avoir une tension sur les budgets de l'ANSSI, c'est sur cet argent qui est un peu caché parce qu'il n'est pas au programme 129, mais il a bien été utilisé à des fins d'équipement opérationnel au profit de l'agence. Donc c'est le seul petit problème que j'ai, on va dire. Sur l'outre-mer, c'est absolument critique, pour les raisons que vous avez rappelées. Aujourd'hui, il y a 2 scénarios catastrophes. Soit une attaque systémique, ce qui ne s'est pas produite aujourd'hui, parce que quelque part l'hétérogénéité des systèmes numériques, notamment dans les hôpitaux, fait que pour attaquer tous les hôpitaux en même temps, il faut finalement tous les attaquer un par un. Le jour où tout ça va se rationaliser et on aura des systèmes qui seront beaucoup plus mutualisés et communs d'un hôpital à l'autre, là le risque systémique va apparaître. Donc il faut être d'autant plus résistant en termes de sécurité. C'est-à-dire que par une seule attaque, les attaquants pourront toucher plein de victimes. L'autre scénario catastrophe, c'est en effet l'outre-mer où le délestage, c'est pas très beau comme terme, ne peut pas se faire sur les territoires les plus isolés. Ce qui fait qu'en effet, c'est un sujet qui a été porté par le ministère de la Santé et le secrétaire d'État au numérique, de mettre vraiment un focus particulier sur les territoires ultramarins pour éviter que les attaques qu'on observait en métropole se produisent en outre-mer avec des conséquences qui auraient été bien plus graves sur les personnes. Donc c'est évidemment une préoccupation. Le plan de relance est également utilisé pour développer des centres de ressources mutualisés dans les territoires d'outre-mer. Donc ça, c'est des initiatives qui sont en cours, qui vont permettre justement d'avoir plus de ressources, parce que c'est souvent ça qui manque également dans certains territoires ultramarins, c'est d'avoir simplement des gens compétents sur place. Voilà. En métropole, on les a. Dans les outre-mer, c'est encore assez embryonnaire, donc on cherche à inciter ce développement économique. À CIMA, cyberviolence.gouv.fr, j'ai pas les chiffres, mais on vous les transmettra. En gros, on voit que la plateforme, elle permet d'aider de plus en plus de personnes. On le voit finalement par des études de notoriété et puis en même temps par la consultation du site. Donc ça, c'est très positif. Le nombre de plaintes que ça génère, j'ai pas les chiffres, mais je pense que Jérôme Notin doit pouvoir les trouver sans difficulté. Ce qui est certain, c'est que ça devient même une sorte de capteur, cette plateforme, qui nous permet même parfois d'anticiper certains phénomènes. Donc c'est très important de les associer pour voir où se niche la cybercriminalité et quels sont les phénomènes, voire anticiper ces phénomènes criminels. 2 derniers points très rapidement. En effet, sur la question des accords entre l'Union européenne et les États-Unis sur le traitement des données. Donc c'est une histoire malheureusement qui se répète. Il y a eu un premier accord qui s'appelait le Safe Harbor. Je vous laisse juger les noms. Safe Harbor qui a été cassé par la justice européenne. Un deuxième accord qui s'appelait Privacy Shield qui a été cassé par la justice européenne. Donc là, il y a un troisième accord que je ne connais pas qui est en cours de négociation, qui sera cassé par la justice européenne dans 4 ans.
très probablement, si on reste sur les mêmes bases, à moins qu'il y ait une bonne surprise quelque part dans les moyens mis en œuvre. Et donc ça, face à ça, plutôt que de se lamenter, l'objectif, il est plutôt de se dire, ben voilà, on a besoin, dans les cas les plus critiques, de systèmes numériques qui soient finalement à l'abri de règles non européennes, américaines ou autres d'ailleurs, hein, ou chinoises ou d'autres pays. Raison pour laquelle on développe un référentiel qui s'appelle Secnum Cloud, c'est peut-être mal nommé, mais c'est le terme, qui nous permet de dire, ben voilà ce que l'on attend d'un système d'informatique nuagique, donc c'est le terme en français de cloud, d'informatique nuagique qui soit à un haut niveau de sécurité. Et dans ce référentiel aujourd'hui, il est clairement dit que le contrôle, notamment au-delà de toutes les règles de sécurité technique et opérationnelle, le contrôle des sociétés qui opèrent ces services ne doit pas être extra-européen, pour justement mettre autant que possible à l'abri de ces juridictions ces offres-là. Donc voilà, il y a plein d'initiatives en cours qui permettent d'apporter ça. Et puis les JO, ça va beaucoup nous occuper, très clairement. Le travail est en cours, il est lancé en lien étroit avec le ministère de l'Intérieur. On va avoir deux types d'acteurs à protéger, ceux qu'on connaît déjà, et pour eux, je ne suis pas inquiet parce que les liens sont déjà établis, et les acteurs beaucoup plus éphémères, liés à l'événement. Et avec cela, il va falloir créer des liens rapidement, il va falloir faire en sorte que le jour J, tout ça fonctionne bien, et on sait qu'il y aura des attaques, on sait qu'il y aura une pression, parce que ça fait maintenant un certain nombre d'Olympiades que régulièrement, il y a des attaques, y compris de très haut niveau, qui visent cet événement, qui est planétaire, et c'est le bon moment pour attaquer pour certains de nos adversaires, parce que c'est là où toutes les caméras sont braquées sur nous. Donc si on veut obtenir un effet visible, c'est évidemment le bon moment.